Quand vous ouvrez un coffee shop, je dirais avant même de parler de barista, de cuisinier, de patron de restaurant, vous êtes un chef d'entreprise. Et vous êtes un chef d'entreprise commerçant. C'est pas parce qu'on a un excellent torréfacteur, pas pour ça qu'on va réussir à faire fonctionner sa torréfaction artisanale. Parce que quand on n'est pas préparé et quand on se retrouve vraiment à être dans le dur, wow, c'est complexe. Bienvenue dans le podcast du Collectif Café spécial Paris Coffee Show 2025. Je suis Marie-Hélène Kennedy, productrice de la scène conférence et je vous embarque pour revivre 3 jours totalement caféinés. Plus de 22 conférences et plus de 70 experts m'ont rejoint sur scène pour faire partager leur passion et leurs convictions. Une immersion dans tout ce qui fait vibrer la scène café de spécialité en France aujourd'hui. Que vous soyez du métier ou juste de passage ici, installez-vous, servez-vous une bonne tasse et on démarre. Bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous voir si nombreux pour cette conférence qui a pour thème ouvrir son coffee shop ou sa torréfaction artisanale. Je suis Séverine Pertaïs-Rosset, je suis cofondatrice et dirigeante d'un organisme de formation qui s'appelle Mon Petit Business et qui accompagne les porteurs de projets de coffee shop, salons de thé, espaces de torréfaction dans leur démarche entrepreneuriale. J'anime cette conférence depuis quelques années maintenant et c'est avec beaucoup de plaisir que je vois que l'intérêt continue d'être croissant autour de la création de ce type de concept. Donc aujourd'hui, je serai entourée pour cette table ronde, pour cette conférence par différents professionnels qui vous donneront chacun un angle différent sur ce processus de création de concepts. D'abord, Pierre-Alexandre Assier, qui est agent immobilier spécialisé en restauration pour Capitole Immobilier. Marie-Hélène Kennedy, qui est formatrice et consultante en entrepreneuriat, en particulier dans le domaine du café, qui est aussi la secrétaire générale du Collectif Café, qui est formatrice aussi chez Mon Petit Business pour la création de coffee shop et torréfaction. Nous avons Alice Frémont, qui est la gérante de Cafémétrie, qui forme au métier de barista et torréfactrice. Lucie Hervé, qui est une ancienne stagiaire et qui a créé le coffee shop Sherlock à Lamballe et qui nous livrera son témoignage de jeune créatrice. Et puis enfin, Christian Dupérier, qui lui est cofondateur de Chouka, torréfaction d'altitude, donc un espace de torréfaction à Chamonix. Vous torréfiez non seulement du café, mais aussi du chocolat. Alors pour démarrer, je vous propose de passer la parole à Marie-Hélène Kennedy. Avant de commencer, j'aimerais savoir qui dans la salle a un projet d'ouverture de torréfaction. Torréfaction, petite minorité de torréfacteurs, mais quand même. Et coffee shop, petit espace de... OK. Et qui ne sait pas ce qu'il fait là, alors? OK. Alors, Marie-Hélène, toi qui as accompagné des centaines de projets de création de coffee shop, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce process de création de coffee shop ou de torréfaction? Un peu les grandes étapes importantes à anticiper avant de se lancer dans ce type de projet. Alors, les étapes, il y en a une première à laquelle parfois on ne pense pas toujours. C'est l'étape de l'adéquation personne-projet. Avant de vous dire oui, je vais ouvrir mon coffee shop ou je vais ouvrir ma torréfaction artisanale, nous, on vous propose de vous interroger sur pourquoi vous voulez ouvrir. Et quel est votre but en ouvrant? Et c'est une phase qui bien souvent passe à l'as parfois dans le parcours entreprendre parce que on arrive pour X raisons à une décision qui est de dire je veux ouvrir mon coffee shop et on oublie de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Alors pourquoi? On va pas y répondre là, mais je vous donne quelques pistes. Pour ouvrir un coffee shop ou une torréfaction artisanale, il faut avoir 2 dimensions. Une première dimension, c'est ce que j'appelle la dimension métier. C'est-à-dire que vous avez tous en général cette dimension, c'est-à-dire vous avez envie d'être barista ou vous avez envie d'être torréfacteur. Voilà, ou vous avez envie d'être patron d'un restaurant ou restaurateur, mais il y a bien cette dimension qui est liée en général au café quand on parle des coffee shops et envie de pratiquer, d'extraire, etc. Ça, c'est une dimension, je dirais, qui va vous paraître évidente. En général, tous les gens qui veulent ouvrir des coffee shops ou des torréfactions aiment le café, s'y intéressent et comprennent l'intérêt de savoir extraire et faire des petits dessins. Voilà. Pour la torréfaction, pareil, ils se disent super, je vais torréfier mon café, je vais parler des origines, etc.
La deuxième dimension qui est obligatoire, et vraiment c'est sur celle-là que je vous invite tous à réfléchir, c'est est-ce que vraiment vous avez envie d'entreprendre et devenir votre propre patron? Parce que finalement, quand vous ouvrez un coffee shop, je dirais avant même de parler de barista, de cuisinier, de patron de restaurant, vous êtes un chef d'entreprise. Et vous êtes un chef d'entreprise commerçant. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de traiter de sujets de chef d'entreprise? Est-ce que vous avez envie de regarder, de gérer des personnes, gérer des équipes, parler droit du travail, ressources humaines, organisation du travail? Et puis, je vais aller même plus loin, comptabilité, fiscalité, ratio, performance, système de caisse. Alors souvent, les gens me disent « Ouh là là, mais moi, les chiffres, c'est pas mon truc. » Si c'est vraiment pas votre truc, posez-vous la question, est-ce que finalement, je suis vraiment, est-ce que j'ai besoin de devenir patron? Est-ce que peut-être si je suis passionnée de café et j'adore parler du café, je vais pas tout simplement être barista, voilà, ou torréfacteur chez quelqu'un, sans être mon propre patron et sans être ma propre organisation. Ce que tu es en train de nous dire, Marie-Hélène, c'est qu'on peut très bien faire vivre, nourrir son amour pour le café d'autres façons qu'en créant sa propre entreprise. Oui, et on voit, on a beaucoup d'exemples des gens qui au départ pensent vouloir créer et puis au final se retrouvent à travailler pour des torréfacteurs, pour des écoles, pour voilà, et ils s'éclatent, voilà. Donc première étape, celle-là, importante. La deuxième, c'est vraiment définir votre concept. C'est quoi, quand vous me dites un coffee shop, alors j'ai toujours, je vais vous dire la phrase type, je veux ouvrir un coffee shop où il y aura un petit peu de restauration, mais pas trop, quelque chose de simple, voilà. Ça, c'est pas un concept, c'est tout le monde veut ouvrir un coffee shop avec des boissons et un petit peu de restauration. Donc, qu'est-ce qu'un concept? Un concept, il va falloir le trouver, il va falloir le travailler, il va falloir le chercher. Et on a des méthodes en formation où on va vous faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est votre concept. Alors, le concept, en 2 mots, ça va être de cibler votre clientèle, de trouver votre ADN, d'intégrer un storytelling, de savoir qu'est-ce que vous voulez dire à vos clients, sur quel accent vous voulez mettre l'accent justement dans vos produits. Est-ce que ça va être le café? Est-ce que ça va être les boissons alternatives? Est-ce que ça va être la pâtisserie? Est-ce que ça va être la food en général? Donc vous voyez, il y a plein de composantes. Et puis peut-être vous êtes vous-même, je dis n'importe quoi, prof de yoga. Et vous vous dites, tiens, j'ai envie d'ouvrir ma salle de yoga et faire un coffee shop. Donc vous voyez bien que votre métier premier, c'est être prof de yoga. Donc posez-vous aussi la question, c'est quoi votre concept? Comment vous allez le faire travailler, le faire vivre et qu'est-ce que vous allez raconter? Et ce n'est qu'après avoir passé cette étape qui est essentielle. Et honnêtement, si on la quantifie en termes d'investissement en temps, c'est 80% de votre projet. 80% de votre projet. Cherchez un local, trouvez un financement, vous formez comme barista, tout ça, c'est 20%. 80%, ça va être de savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, comment vous allez vous organiser. Est-ce que vous voulez être ouvert plutôt la semaine, plutôt le week-end? Est-ce que votre clientèle, c'est plutôt du bureau? Est-ce que c'est plutôt du plaisir? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, très jeunes, ou des jeunes actifs, ou des personnes plus âgées? Est-ce que vous voulez avoir des communautés sur lesquelles vous allez capitaliser? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser. Donc vraiment l'importance centrale du concept et avant ça de l'adéquation personne-projet. Donc les motivations, est-ce que vos motivations vont vous permettre de créer et est-ce que ce projet va répondre à vos motivations? Quand le concept est connu, développé, la première chose à laquelle on pense, c'est de pouvoir implanter ce concept dans un local. Et là, je vais te passer la parole, Pierre-Alexandre, puisque c'est ton expertise et ton métier. À quoi il faut penser quand on recherche un local pour implanter son coffee shop ou son espace de torréfaction? Toutes les semaines, je reçois encore 2-3 personnes nouvelles qui cherchent à implanter un coffee shop, notamment lorsqu'elles sont en reconversion professionnelle. Et pour préparer cette conférence, j'ai passé quelques coups de fil. Je suis allé voir des coffee shops que j'avais accompagnés ces dernières années et les concepts fonctionnent.
J'en ai plusieurs qui recherchent une deuxième affaire. Ça, c'est plutôt encourageant. Donc, Ah, tu nous c'est- dis que non seulement la demande continue d'être croissante, Oui. mais les concepts Fonctionne marchent. bien. OK. Le concept fonctionne bien. La plupart des personnes cherchent des affaires de petite taille, entre 35 mètres carrés et 60 mètres carrés, avec quelques places assises. Et on est plutôt sur des concepts mixtes. C'est-à-dire, la demande, c'est pas du coffee shop pur. Souvent, c'est un mixte entre coffee shop le matin, l'après-midi et le midi, une offre plutôt de snacking, avec notamment la possibilité de faire de la petite cuisson. C'est important là-dessus, avec notamment des offres salées, sandwich. Et Je vous me avez- permets de rebondir sur ce concept de pouvoir faire de la petite cuisson. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la recherche d'un local, pouvoir faire de la petite cuisson? À quoi on doit faire attention? Il faut faire attention au bail commercial. C'est très important car vous avez beaucoup de propriétaires qui ont transformé des boutiques de vêtements en affaires de petite restauration, mais voulant se protéger par rapport au syndic, ils ont interdit toute forme de cuisson. Pas de possibilité de faire de la cuisson au four, uniquement l'achat-revente. Sauf que le client parisien est prêt à payer à partir du moment que l'offre est de qualité. Donc ça va vous restreindre si vous pouvez uniquement faire du sandwich froid le midi et de la vente de gâteaux préparés ailleurs. Donc faites très attention au bail commercial. Oui, donc il ne faut pas se limiter au coup de cœur qu'on peut avoir en visitant un local. Exactement. Il faut vérifier que son activité puisse L'aspect être juridique. faite au sein du local, et ça, c'est dans le bail que c'est noté. Et on a également aussi des concepts mixtes avec notamment du concept store. J'ai par exemple implanté rue de Richelieu un coffee shop qui fonctionne bien et qui vend à côté des vêtements. Vous avez rue de Cîteaux une affaire qui fait coffee shop et vente de disques. Voilà, on a ou alors vous aviez parfois un peu ce qu'on appelle des cafés littéraires. Ils font du coffee shop et une partie libraire à côté. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve aussi de plus en plus. Sur la localisation, il y a deux types de demandes. Vous avez les personnes qui ont de l'argent, qui veulent des emplacements premium avec beaucoup de passages de bureaux, notamment les grandes enseignes qui sont prêtes à mettre les fonds qu'il faut. Pour les particuliers, on a aussi une demande qui est intéressante. Ce sont des rues annexes, mais dans des quartiers qu'on pourrait qualifier de charmants. Par exemple, vous avez rue Saint-Jean, en face de l'église, une petite placette piétonne. Alors, on est sur une rue où il n'y a pas un flux de bureaux naturel, mais qui réussit à créer une clientèle locale d'habitués. Donc, le prix du fonds est beaucoup moins important, mais vous avez des gens fidèles qui viennent. Et ça, c'est aussi, voilà. Donc, soit vous prenez du premium et vous mettez les moyens, soit une rue bis, mais dans un quartier, vraiment, j'insiste là-dessus, qui a un côté un petit peu village très charmant. Encore une fois, je me permets de rebondir, je fais un peu la naïve, mais quand tu dis le prix du fonds, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi un fonds? C'est quoi ce prix dont tu parles? Alors, le fonds de commerce, en fait, grosso modo, vous rachetez une affaire de petite restauration déjà existante avec du matériel et un flux naturel de passants. Le prix du fonds va dépendre du montant du loyer et beaucoup aussi de l'emplacement. Par exemple, juste en face du centre Pompidou, on a vendu l'année dernière une affaire à 200 000 €. Pourquoi? C'était tout petit, ça faisait 20 mètres carrés. Mais il y a du monde sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous avez des emplacements à 50 000 € très bien placés où les gens font un bon chiffre d'affaires. Mais par contre, il faut créer une ambiance familiale. Donc ce que tu dis, c'est que dans l'immobilier commercial, quand on veut acquérir un local, on doit s'acquitter d'un droit d'entrée déjà, mais qui comprend en plus le potentiel, donc la clientèle existante ou En autre. fait, on a deux solutions. Soit on fait une location pure. Alors là, vous avez tous les travaux à effectuer et vérifier les contraintes réglementaires. Et vous assurez également que le bailleur, sous prétexte que c'est une location pure, ne demande pas un loyer qui soit trop important. Soit racheter une affaire de petite restauration déjà existante avec une partie déjà aménagée, peu de travaux, la possibilité d'ouvrir très vite, mais sur lequel vous allez débourser pour une affaire sur une rue bis entre 40 et 80 000 €. Ok. Donc il y a différents cas de figure. Tout à fait. On peut rentrer dans un local sans avoir à payer de droit d'entrée. On peut rentrer dans un local qui faisait une activité différente. Là, on va avoir un droit au bail. Exactement. Et on peut reprendre une activité de restauration, donc proche de ce qu'on souhaite faire. Et là, c'est un fonds de commerce. Tout à fait. Ok. J'ai juste une dernière observation. Beaucoup de fonds de commerce se sont montés ces dernières années sur Paris. Soyez également prudents à ce qu'on pourrait appeler la cannibalisation des clients. C'est-à-dire, vous avez un premier fonds de commerce qui fonctionne très bien dans une rue et un deuxième fonds de commerce se monte juste à côté.
J'ai eu le cas, par exemple, au métro Saint-Georges. J'ai vendu un fonds de commerce où ils ont implanté, ça s'appelle le Cloud Cake, un coffee shop qui marche très bien. L'année dernière, il avait fait 250 000 € de chiffre d'affaires. Juste à côté, c'est collé un autre coffee shop, malheureusement, qui lui mange un petit peu de sa clientèle. Donc, faites attention au risque de cannibalisation avec trop de coffee shops qui se montent dans des endroits. Choisissez peut-être des rues où il n'y en a pas encore un d'implanté. On le voit, Pierre-Alexandre, c'est assez technique de trouver un local. Quel accompagnement tu offres, toi, en tant qu'agent immobilier? Comment tu aides les porteurs de projets à s'y retrouver dans tout ça? Ce qu'on leur propose déjà, c'est une très large sélection de biens. Parce que on a une équipe de 14 personnes, on fouille des affaires dans tout Paris. On les aide également sur le choix de l'implantation. Comme je vous le disais, ne pas s'implanter dans des endroits où il y en a déjà trop qui sont présents. Faire attention également au type de clientèle locale. Parce que on est dans une clientèle quand même assez gentrifiée, qui se pose. Une clientèle d'école, c'est intéressant également. Les parents qui déposent leurs enfants et ensuite qui prennent leur café. Il faut vraiment faire attention à la localisation et on les aide aussi sur l'accompagnement juridique. S'assurer que le bail commercial permet de faire l'activité en toute quiétude, négocier avec les bailleurs. Parce que le problème, c'est que vous avez parfois des gens qui signent un bail rapidement, sans trop faire attention, sans être suivis. Ils se retrouvent avec des destinations hyper restrictives. La destination, c'est l'activité qui est autorisée par le bail commercial. Et puis vous vous retrouvez avec du pas de cuisson, des fermetures après 18 heures. Bon, et on assure tout cet accompagnement juridique et puis on veille aussi à ce que le loyer soit cohérent. Vraiment, parce que sur la location pure, les loyers sont parfois élevés, vous avez beaucoup de travaux. Il faut savoir que lorsque vous démarrez, les travaux durent souvent beaucoup plus longtemps qu'on pense, coûtent plus cher que l'on pense, et parfois les bailleurs ne font pas de franchise sur les travaux, donc il faut financer en plus des loyers pendant les travaux. Donc ça peut être intéressant de racheter un fonds pas trop cher, sur lequel vous avez une affaire qui est quasiment clé en main. Intéressant ce point des loyers. D'ailleurs, la question est peut-être plus pour Marie-Hélène. Est-ce qu'on a un indicateur de ce que ça doit représenter, le loyer? C'est difficile de savoir. Est-ce que 2 000, 3 000, 4 000 € de loyer pour un coffee shop, est-ce que c'est OK? Tout dépend du business plan. Je voudrais juste revenir un instant sur ce que vient de dire Pierre-Alexandre. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs solutions pour intégrer un local. Et je suis sûre qu'au vent de vous avez tous envie de prendre un local vide. Et vous vous dites sans droit d'entrée et je vais tout créer parce que ça sera moins cher. C'est une fausse bonne idée. Voilà, c'est une fausse bonne idée. En tous les cas, il faut pas se fermer et se dire je ne vais chercher que des locaux libres et sous-entendu location pure où je vais pas payer un droit d'entrée, je vais juste prendre le local et commencer à payer mon loyer. Vous allez voir que si vous vous faites accompagner, que ce soit même par Pierre-Alexandre ou par nous quand on déroule le business plan, vous croyez que c'est moins cher, mais au final, quand il faut mettre le local aux normes, qu'il faut s'assurer qu'il y a bien l'accessibilité en décable, qu'il y a les bonnes extractions, qu'il faut créer quand même sa cuisine, il faut créer le bar, il faut créer tout un tas d'équipements qui vont être essentiels pour votre coffee shop. Vous mettez les lignes d'investissement et vous apercevez que rapidement, vous êtes au-delà de 70 000 €, 80 000, 90 000 €. Or, Pierre-Alexandre vient de vous le dire, vous avez des fonds de commerce à Paris que vous pouvez racheter entre 40 et 80 000 €. Il y a déjà tout est intégré et l'intérêt, c'est que vous savez que ça fonctionne déjà en restauration. C'est qu'il y a les bonnes extractions, il y a la bonne plomberie, il y a la bonne électricité, il y a tout ça. Donc, ne vous fermez pas les chakras, comme je dis. Laissez-vous cette possibilité aussi de prendre un local dans lequel vous payerez un droit d'entrée. Alors, pour répondre précisément à la question de Séverine, un loyer, jusqu'à combien on peut aller? Juste le ratio, pour vous donner un chiffre précis, votre loyer, c'est 10% maximum de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Je répète. 10% maximum de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, vous voyez, il y a deux façons de calculer. Soit vous vous dites, tiens, j'ai fait mon business plan et je peux, la première année, faire 150 000 € de chiffre d'affaires. Vous prenez 10%, 15 000, et vous le divisez par 12 et ça vous donne votre loyer mensuel. Inversement, si vous dites, je ne sais pas combien je vais faire de chiffre d'affaires prévisionnel. Par contre, j'ai vu des locaux qui me plaisent à 2 500 €. Là, vous faites l'inverse. Vous dites 2500 multiplié par 12, je suis à 30 000. Et 30 000 €, c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Donc 10%, 30 000, ça fait 300 000 €.
Donc là, vous voyez, quand vous visez des locaux à 2500 €, votre prévisionnel, c'est 300 000 € de chiffre d'affaires. Et si en plus vous rajoutez à ça, je veux pas faire de restauration, je veux vendre que du café et des boissons, il va falloir en vendre beaucoup. Et ça, c'est intéressant. On vous fera les calculs et vous dire, concrètement, si vous devez faire 300 000 € de chiffre d'affaires sur 12 mois, moins vos jours de fermeture, moins vos vacances, ça vous fait un chiffre d'affaires journalier de temps divisé par un ticket moyen et ça vous donnera le nombre de cafés et de boissons que vous devez vendre. Merci beaucoup pour ces éléments qui sont très concrets et ça fait partie des choses importantes quand on se lance, d'avoir des ratios du métier pour partir sur des hypothèses qui sont cohérentes. Autre chose importante avant de se lancer, Marie-Hélène, tu l'as annoncé, c'est de se former au métier. Toi, Alice, tu formes des baristas et des torréfacteurs chez Café Maîtrie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi c'est important de maîtriser les gestes du métier avant de se lancer dans ce beau projet de création ? Alors, en quoi c'est important ? Parce qu'en réalité, quand on veut se lancer comme ça et que c'est quand même un sacré investissement, ça demande quand même de bien réfléchir en amont. C'est important d'avoir les compétences techniques. Parce que quand je parle par exemple du coffee shop, du métier de barista, c'est avant tout un métier de service. C'est un métier où il faut savoir faire des réglages pour pouvoir faire des boissons de qualité, parce que la clientèle est exigeante et la concurrence est accrue. Et donc, elles veulent des boissons de qualité. Donc, nous, on forme des baristas, aussi bien qui veulent se faire embaucher ou qui sont dans le projet d'ouvrir un coffee shop et qui sont souvent, très souvent, assez éloignés du métier, justement. Ils sont en reconversion professionnelle, ce qui est super. Mais ils n'ont peu ou pas d'expérience de la restauration et surtout derrière une machine au quotidien. Donc, se former, au-delà d'avoir les compétences techniques, ça permet aussi de savoir à quoi je m'attends en fait au quotidien. Oui. Parce qu'un gérant de coffee shop, c'est un barista. C'est assez rare de pouvoir ouvrir son coffee shop et de pouvoir embaucher tout de suite. Et puis, c'est difficile aussi de trouver les bonnes personnes. Donc, il faut se former pour savoir si on est aussi fait pour ça. C'est comme tu disais, c'est très personnel. C'est Marie-Hélène qui le disait, c'est que le concept, qu'est-ce que j'ai envie de faire, entre la personne et son projet. C'est ça. Donc tout ça, c'est essentiel. Et alors le métier de torréfacteur, encore plus, j'ai envie de dire, parce que là, ça demande vraiment des compétences très techniques. La torréfaction, c'est un métier très précis et très technique. Donc, je pense que la plupart des gens qui veulent ouvrir un atelier de torréfaction se rendent bien compte que la formation métier est essentielle. Mais je pense aussi que pour la formation barista, la formation technique est essentielle aussi. Et c'est important d'aimer le café, parce que ça peut paraître bête, mais on a parfois des personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent ouvrir un coffee shop, mais qui ne boivent pas de café. Donc il ne s'agit pas seulement de surfer sur la tendance coffee shop pour se lancer. Et dis-moi Alice, toi tu fais des formations qui sont plutôt courtes. Est-ce qu'on peut vraiment se dire barista après 1, 2, 3 semaines de formation, ou est-ce que tu encourages l'approfondissement? Oui. De toute façon, on encourage d'approfondir. La semaine, de toute façon, il n'y a que des formations courtes qui existent aujourd'hui. Il faut savoir, il n'y a pas de CAP, malheureusement, barista qui existe. Donc, c'est des formations courtes. Clairement, en une semaine, vous avez déjà de bonnes bases. Si vous n'êtes pas habitué à consommer vraiment beaucoup de café, on vous apprend à la fois toutes les techniques pour faire des boissons de qualité et les extractions, mais aussi beaucoup de dégustation. Et ça demande beaucoup d'entraînement, en fait, la dégustation. Parce qu'après, quand on est gérant de coffee shop, il faut bien qu'on choisisse notre matière première, qu'on fasse appel à différents torréfacteurs pour choisir quel café on a envie de servir. Et donc, pour ça, il faut savoir analyser. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de dégustation, d'analyse sensorielle dans les formations. Et ça, c'est une chose, ça vous donne déjà des bases. Mais après, clairement, on recommande de toute façon d'aller travailler en coffee shop. Surtout si on est assez éloigné du monde de la restauration, allez travailler, vous allez voir. Parfois, on voit aussi les erreurs à pas commettre quand on est salarié. Et vraiment, de toute façon, le métier de barista, c'est un métier très, très technique qui demande de la dextérité, une connaissance approfondie du café. Donc, ça s'acquiert par l'expérience, clairement. On peut être torréfacteur sans être barista ? La grande question. Alors, en café de spécialité, je dirais que non, parce que il faut quand même avoir une connaissance approfondie de la matière, de la plantation jusqu'à l'extraction, toute cette chaîne de valeur.
Pour un torréfacteur, il n'est pas forcément nécessaire de savoir faire des lattés, par exemple. Ça dépend de son projet, hein, c'est toujours pareil. Si on veut faire aussi torréfaction et coffee shop, pourquoi pas. Mais par contre, c'est important de savoir extraire. Et ça, c'est le propre du barista. Il a les compétences pour extraire des cafés en espresso, en méthode douce, et il a des compétences de dégustation aussi. Donc oui, pour nous, c'est important de savoir extraire. Et pour un barista, c'est important aussi d'avoir des notions de torréfaction. Ce n'est pas le même métier, ça ne requiert pas du tout les mêmes compétences, mais les mêmes connaissances, par contre, du produit. Donc, pour un barista, c'est important d'avoir des notions de torréfaction parce qu'il va ajuster ses recettes en fonction du café qu'il a entre les mains. Donc, en fonction de la façon dont il a été torréfié, effectivement. Donc oui, c'est... Merci beaucoup, Voilà. Alice. Alors, tu l'as dit, ces métiers, barista, torréfacteur, c'est des métiers souvent de reconversion. On voit beaucoup de personnes qui ont une première vie professionnelle et qui arrivent dans ces beaux métiers de l'univers du café. Lucie, c'est ton cas. On t'a eu en formation il y a quelques années, 2023. Voilà. Tu es l'heureuse gérante de Sherlock à Lamballe. Donc, ça fait 8 mois que tu as ouvert ton coffee shop et tu es passée par toutes les étapes dont Marie-Hélène nous a parlé. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce que tu faisais avant et pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce projet un peu fou, on peut le dire? Bonjour à tous. Donc je m'appelle Lucie. En effet, j'ai créé le Sherlock Coffee avec mon mari qui est juste ici, Aurélien, le 4 décembre 2024. Donc ça va faire 1 an. Avant, j'étais assistante de gestion dans la boîte familiale de mon papa, du coup. Donc c'est un métier qui m'a beaucoup servi pour mes débuts, notamment pour établir mon business plan, mes taux de marge, tout plein de choses. J'ai trouvé important du coup de me former quand même avec la formation Mon Petit Business en 2023, car j'étais un peu noyée dans toutes les démarches, je ne savais plus par où commencer, sachant que moi en plus j'avais déjà mon local en fait quand j'ai démarré. En fait, mes parents ont acheté un immeuble en face de la gare de Lamballe et il était totalement à réhabiliter. Et en fait, avec mon mari, on s'est tout de suite dit que à cet endroit, il était idéal d'avoir un coffee shop. Là, c'est une gare qui a quand même 1800 voyageurs par jour. Donc, actuellement, il y avait juste une brasserie, une boulangerie et on voulait un lieu de vie, en fait, où se poser quand il y a des retards de train, etc. Donc, on a tout de suite vu le potentiel de ce local. Pourquoi? On a voulu se lancer tout simplement parce que moi, j'étais amoureuse de pâtisserie depuis mon plus jeune âge. Et mon mari et moi, on a beaucoup voyagé aux États-Unis et on a toujours été adeptes des coffee shops. On a toujours aimé se poser dans ces lieux où on s'y sent bien, où on se sent en sécurité, où on a un accès à la Wi-Fi gratuite. Voilà. Et combien de temps ça a mis entre le moment où vous avez décidé d'ouvrir, de créer ce concept et le moment où vous avez ouvert, donc décembre 2024? Mes parents ont acheté le bâtiment en 2021, fin 2021. Et on a commencé les démarches en 2022 pour ouvrir le Sherlock Coffee. En fait, ce qui a été le plus long, c'était les démarches administratives auprès des mairies. On était soumis au bâtiment de France, donc toute la partie enseigne, agencement des locaux pour accueillir du public à mobilité réduite. Tout plein de choses auxquelles j'avais pas pensé avant, qui m'ont pris beaucoup de temps. En termes de métier, comment tu t'es formée, comment tu t'es préparée à... Alors, en 2023, ma première formation, c'était Mon Petit Business. Donc là, ça m'a quand même permis de remettre un cadre un peu dans mes démarches. J'ai fait la formation. Ensuite, je suis partie en stage aussi. J'ai fait des stages dans des coffee shops. Ça t'a servi? Beaucoup, oui. Ça m'a permis de voir ce que je souhaitais vraiment, comment m'organiser. Et ensuite, j'ai continué mon travail. De toute façon, moi, j'ai arrêté mon travail réellement que 3 mois avant l'ouverture. Okay. En attendant, on s'est renseigné sur beaucoup de fournisseurs. On a fait appel à des gens du métier un petit peu pour nous aiguiller. On a fait le choix d'agencer nos locaux de sur mesure. C'est la chance qu'on avait parce que le fait que tout le bâtiment était à réhabiliter, on a pu choisir une cuisine fonctionnelle. On a fait un comptoir sur mesure avec des trappes mais avec des poubelles qui descendent directement au sous-sol, des choses qui nous facilitent la vie au quotidien, mine de rien. Donc, Depuis l'ouverture, opérationnellement, alors on te voit souriante et radieuse. Comment ça se passe ces 8 derniers mois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent différemment de ce que tu avais pensé? Oui, forcément, c'est jamais identique à nos attentes, mais déjà, la première chose, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps, la gestion.
d'un coffee shop. On a des grosses horaires d'ouverture, des grosses amplitudes horaires, mais il faut être là avant l'ouverture et après la fermeture aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment est calibrée ton équipe? Vous êtes tous les deux avec ton mari? Il y a d'autres personnes avec vous? C'est ça. Mon mari et moi, on est associés à 50-50. On est ouvert actuellement du mardi au samedi et on va ouvrir le lundi à partir de la semaine prochaine. On a un chef en cuisine, du coup, qui fait toute la partie restauration. Donc, nous, on fait une offre assez limitée. On fait des bagels, on fait des grillés de cheese, des salades, des plats du jour. Tout ça avec des produits locaux et faits maison. Et aussi, là, depuis septembre, on a embauché aussi une personne en pâtisserie parce qu'en fait, on se rend compte que quand on veut être bon partout, il faut quand même être staffé, surtout sur des grosses amplitudes comme on a, quoi. Donc, tu disais c'est chronophage. Tu as été surprise par le temps passé sur le lieu, c'est ça? C'est ça, parce que du coup, moi, je suis maman d'une petite fille et je m'attendais vraiment à pouvoir prendre du temps un petit peu, pour notre famille. Et je vous avoue que pour le moment, c'est pas ce qu'on avait imaginé. On a du mal à se dégager du temps. C'est notre bébé aussi, le Sherlock, donc on veut y être tout le temps. On veut être tout le temps dans le renouvellement. On a toujours plein d'idées à mettre en place, sauf qu'une idée à mettre en place, ça met du temps. Il faut bien calculer ses marges, voir la demande avant aussi. Donc tout doit être réfléchi, en fait. On lance pas une idée comme ça. Est-ce que tu as eu des belles satisfactions depuis l'ouverture? Est-ce qu'il y a des choses que... Oui, tout à fait. C'est quand même chouette de travailler dans un environnement comme on a. Les coffee shops, c'est des lieux où les clients viennent, ils ont le sourire, ils viennent là pour passer un bon moment. C'est des lieux chaleureux. On accueille, on a beaucoup de clients fidèles actuellement, donc c'est chouette de voir la récurrence de certains clients. Voilà, c'est une très belle réussite quand même. Ouais. Il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul? Pour le moment, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour le savoir, mais c'est vrai que la partie restauration, faut bien la réfléchir. En fait, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est très important dans le chiffre d'affaires. Clairement, ça représente, je dirais, 60% du chiffre d'affaires. Donc, faut bien la réfléchir, faire des choses qui sont facilement réalisables et faire avec de bons produits surtout. Merci beaucoup, Lucie. Autre expérience d'entrepreneur, autre spécialité, c'est Christian. Tu es torréfacteur. Toi aussi, suite à une reconversion dont tu vas nous parler, tu es installé à Chamonix. Tu as un espace de torréfaction qui est très grand. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà sur ton expérience de reconversion et sur ton installation en tant que torréfacteur donc chez Chouka? J'ai la continuité aussi de ce que fait Lucie, c'est-à-dire moi j'ai aussi un coffee shop, mais on fait aussi la torréfaction, donc on a décidé de tout intégrer. Et c'est une reconversion. J'ai été longtemps dans la grande distribution. J'ai eu des Super U, en fait, que j'ai revendu en 2017. Et en fait, avec ma femme, on est venu s'installer à Chamonix parce qu'on adorait l'endroit. C'est un endroit un peu magique. Et finalement, on a parlé, Marie-Hélène a un peu évoqué ces histoires de projets qu'on construit. On avait construit un projet au fur et à mesure. Parce qu'au début, c'était juste pour créer une activité complémentaire, pour déplacer à Chamonix et continuer à avoir quelque chose en relation avec les gens, parce qu'on était commerçants pendant longtemps. Et on a trouvé un local qui nous a déjà séduit. Et donc ça, c'est déjà une première chose. C'est-à-dire un très grand local dans le centre de Chamonix, un beau chalet qui a beaucoup d'identité historique aussi à l'intérieur. Et on a craqué dessus. Et après, on a construit notre projet réellement. C'est pour ça que tu l'évoquais au début, on fait la torréfaction de cacao, parce que quelque part, on s'est retrouvé avec 390 mètres carrés. Et on s'est dit d'emblée, 390 mètres carrés, on parlait aussi des loyers tout à l'heure. Et globalement, si on les utilise, il va falloir faire quand même du business à l'intérieur. Il s'agira pas de juste faire un coffee shop derrière et de vendre des cafés et quelques cookies. Ça ne suffira pas à payer l'ensemble. Donc finalement, c'est le local qui a influencé le concept dans ton cas. Donc du coup, c'est le local qui nous a fait dire, OK, on a la place pour fabriquer le chocolat au sous-sol. On va faire le chocolat. On a la place pour faire la torréfaction de café. On va la faire sur le côté. Puis après, on va construire un ensemble sur lequel on va. Et donc ça, c'est en fait de faire l'ensemble à l'intérieur du même local. Déjà, je pense que c'est quasiment unique en France, en fait. Et après, on s'est dit, on veut à la fois faire un coffee shop, mais pas que. Le coffee shop devra être la clé d'entrée de notre système. Et la vente de produits sera la finalité. Il faut bien comprendre, quand on parle du coffee shop, que un coffee shop, c'est beaucoup d'énergie. Lucie vient de l'expliquer. Je veux dire, sortir un café, même bien formé, c'est long de sortir un café. Et un café, c'est 2,50. Et moi, même sur Google, j'ai sans arrêt des gens qui me disent « Oh, qu'est-ce que vous êtes cher !» Donc c'est quelque chose d'un peu terrible, un peu dans la PAC, mais c'est une réalité parce qu'on a du mal à appréhender la différence entre un café qui est fait en coulant très vite et un café qui est fait avec un petit peu d'attention quand on le fait. Donc pour nous, il fallait qu'il y ait cette finalité autour du café, du chocolat, autour de la vente des produits.
Et en fait, finalement, on s'est créé aussi notre mission derrière pour se dire, ben voilà, nous, notre job, quelque part, à un moment donné, on est des intermédiaires entre ce qui se passe au niveau des pays producteurs et le client final. On doit faire au maximum pour mettre en valeur les produits qu'on nous a livrés qui sont dedans. Et c'est ça notre mission et c'est ça qui nous anime finalement après au bout du compte. J'insiste là-dessus parce que c'est essentiel dans le projet qu'on construit. Marie-Hélène l'a dit au début, la torréfaction artisanale, on peut dire c'est chouette, mais c'est pas parce qu'on a un excellent torréfacteur, on peut avoir gagné le concours ici ou n'importe où ailleurs, pas pour ça qu'on va réussir à faire fonctionner sa torréfaction artisanale. Il y a une différence entre torréfier, aimer torréfier, s'éclater dans la torréfaction et c'est très bien, mais il y a une différence entre aller bosser pour quelqu'un et de venir et ouvrir une torréfaction artisanale. C'est-à-dire si on se pose pas la question de où je distribue, à qui je distribue, comment je distribue, derrière, on va rater les trois quarts des questions. C'est-à-dire, je fais ça en sachet, je fais du 250, je fais ça. Il y a énormément de questions qu'on est obligé de mettre en avant dedans pour le faire. Donc, c'est comme ça. Nous, ça a été essentiel. Je crois que si on fait un peu une conférence pour parler des projets, de la façon dont on peut construire les projets. S'il y a un moment, il y a 5 ans en arrière, moi, j'étais arrivé avec ce projet en disant, je vais mettre 380 mètres carrés, un local où je ferai du café et du chocolat dans lequel on va fabriquer, on va sortir. Il y a plein de gens qui nous auraient regardé en disant, putain, vous êtes pas bien, quoi. Vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, quand on allait voir les banquiers, objectivement, heureusement, je veux dire que j'avais la possibilité d'avoir revendu mes magasins et d'avoir du cash globalement pour ouvrir. C'était essentiel. Si on l'avait pas fait, on ne nous aurait pas suivis et on aurait derrière pour le faire. Mais parce qu'on a construit ce projet, parce qu'on avait sa vision, parce qu'on savait qu'on voulait, où on voulait aller et comment on voulait aller, ça a réussi à avoir l'impact qu'il fallait auprès des clients et on a construit notre concept comme ça. Et c'est vrai qu'alors on a eu l'avantage ou l'inconvénient, mais ça a été plutôt l'avantage. On a ouvert au milieu du Covid, février 2021. Eh oui. Donc les stations de ski étaient fermées. Mais l'avantage d'être été fermées, c'est que nous on pouvait ouvrir. Et comme les gens avaient besoin de prendre de l'air à ce prix-là, ils sont venus chez nous et d'emblée, il y a eu cette relation qui s'est faite. Et on a cet avantage dans le monde du café, entre autres, et du chocolat aussi, mais c'est moins le sujet, je vais dire, au niveau du salon ici. Mais on a avantage au niveau du monde du café, c'est qu'il y a énormément de choses à faire découvrir. Et ça, il faut se le dire, c'est que oui, c'est compliqué ce métier. C'est vrai que ça soit un coffee shop ou que ça soit un truc, il faut surtout pas se dire que c'est facile. C'est pas facile, c'est pas vrai. C'est assez clair. C'est un métier qui est très tentant parce que c'est enthousiasmant, comme le disait Lucie. Un coffee shop, c'est cool, quoi. Je veux dire, on arrive, il y a une bonne odeur, ça se passe bien. Il y a plein de sensations. Et c'est justement autour de ces sens qu'il faut bosser, quoi, en fait. Et la grosse force, c'est que c'est compliqué. Mais par contre, il y a tellement de choses à faire. Vraiment, globalement, sincèrement, il y a 90% des gens qui connaissent rien en café. Et j'ai envie de dire, c'est une chance. On peut dire, c'est terrible quand même. Ben non, c'est vraiment une chance. T'adores le Nespresso? Ok, pas de problème. Et moi, je vais t'expliquer juste 5 minutes. Pourquoi? Le Nespresso, tu perds le contact avec le produit. Alors, moi, je peux comprendre que ça t'intéresse pas, hein. Mais globalement, tu vois, sentir un produit. Est-ce que tu as déjà pris le temps de moudre un café et de sentir l'odeur du café quand il est moulu? Vraiment, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça crée comme sensation? Est-ce que tu as déjà vu un expresso bien extrait? Comment il sort? La façon dont il peut arriver? Donc voilà, on a toute cette transmission à faire. Mais à partir du moment où on a au début bien défini ce qu'on voulait faire, en fait, jusqu'à où on va, quelle dimension on est qu'on va se faire accompagner, si je suis torréfacteur, est-ce que je prends quelqu'un d'autre? Moi, j'avais d'emblée fait le choix, par exemple, dans notre système, de dire, je vais prendre un torréfacteur. En revanche, je veux savoir et comprendre la torréfaction. Donc, je me suis formé à la torréfaction. On était, comme je vous l'ai dit au début, commerçant avant, donc j'avais pas plus de connaissances que ça. Mais j'ai dit d'emblée, et donc je vais pouvoir discuter, j'ai envie de dire d'homme à homme avec la personne qui est en face de moi, et on va parler café, et puis on va parler du produit, on va parler de ce qu'on a envie de faire, et des trucs comme ça. Donc toutes ces questions-là, si on les anticipe pas, si on les fait pas avant, derrière, et c'est là où on a toutes les chances en tout cas de se faire surprendre déjà, et d'être un peu perturbé par la façon dont ça fonctionne, et la façon dont ça avance. Je rebondis sur ce sujet de la surprise parce que je vois que le temps passe, malheureusement, on va devoir conclure bientôt. 2 questions en fait. Qu'est-ce qui t'a surpris dans le process? Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2021, date de ton ouverture, et aujourd'hui, dans l'évolution de ton entreprise? Et qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans? Moi, ce qui m'a le plus surpris à titre personnel, c'est que je me suis laissé complètement embarquer par le truc. Ça, c'est clair. Moi, j'avais déjà un gros passé d'entrepreneur. J'y venais pour faire un peu de complément. Et on s'est retrouvés. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? On a rouvert 3 boutiques. On a refait un entrepôt. On a repris un autre torréfacteur. Voilà. Donc, en l'espace de 4 ans, on a eu un développement d'entreprise où on est parti à 6 et on est 50 aujourd'hui. Derrière. Donc, la première chose, c'est ça, oui, avec des vrais chocs. Pourtant, j'avais déjà une belle culture de management et tout ça, mais avec des vrais chocs là-dessus pour le faire. Donc là, quelque part, j'ai parlé beaucoup du dimensionnement que je donnais à mon entreprise. Je me suis quand même laissé prendre par d'autres trucs qui fait que le dimensionnement a changé, même en cours de mission. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout ça, et c'est vrai que c'est ça qui crée après la difficulté dans ce qu'on fait, quoi. Parce que quand on n'est pas préparé et quand on se retrouve vraiment à être dans le dur, wow, c'est complexe, quoi. Il faut passer, hein. Et Christian, juste une question pour que je comprenne bien. Le chalet, vous l'avez acheté ou vous l'avez loué? Alors, le chalet, en fait, on a fait un calcul tout simple. On a acheté le chalet
Pourquoi ? Parce que on fait payer un loyer à l'entreprise. Hein. On a 2 entreprises pour le faire. Hein. Les murs, on les a pris sur une entreprise. En fait, quand on a créé ce projet, il y avait aussi une question financière. On avait la possibilité d'amener des sous. Donc, on achète le chalet, on fait du patrimoine parce que globalement, centre de Chamonix, pour ceux qui connaissent, bon voilà, il y a peu de chances, en tout cas, que ça perde beaucoup de sa valeur au fur et à mesure du temps. Et après, on a construit un business model, mais en fonction du prix des murs de ce chalet. Il est très clair que si on n'avait pas la capacité dans ce chalet de payer le loyer dont on attend compte tenu du prix des murs, on le ferait pas ou on arrêterait. Je voulais juste préciser ça parce que comme j'ai dit au départ qu'il fallait vraiment choisir son local après avoir défini son concept. En fait, on voit dans nos 2 exemples de Lucie et de Christian, c'est que eux, ils ont fait effectivement évoluer leur concept et même se sont laissés un peu embarquer sur leur concept, mais parce qu'ils étaient propriétaires des murs. Absolument. Et donc là, c'est vraiment, et ça on l'aborde en formation, on vous explique quand vous avez la chance de pouvoir acheter des murs. C'est une vision encore différente, c'est un modèle économique encore différent. Vous allez pouvoir twister les choses de façon différente. Absolument. En fait, il y a cette notion, et ça tu l'évoques bien dedans, quand on devient entrepreneur, parce que ouvrir une torréfaction artisanale ou un coffee shop, c'est devenir entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, il y a effectivement le salaire qu'on peut sortir, mais il y a aussi le patrimoine qu'on se construit. Et ça, il faut toujours avoir cette vision, parce que si on reste objectivement, quand on est entrepreneur, si on reste tout le temps sur la vision salaire, il y a des fois on peut se frustrer, très clairement, parce qu'il y aura des boulots, et un excellent torréfacteur aura peut-être plus de chances de bien se faire payer dans une entreprise que de se payer à lui-même quand il va sortir sa torréfaction. Donc il faut vraiment avoir cette notion-là. Je construis un patrimoine derrière, et à un moment donné, je serai capable de revendre ce patrimoine, soit des murs, parce qu'on a un endroit et on l'a fait vivre et il a une vraie légitimité, soit un fonds de commerce derrière, ou une entreprise, tout bêtement, si on est sur une entreprise de torréfaction artisanale qui a aujourd'hui des clients et un certain nombre de choses à faire revendre. En fait. Très très bon conseil que celui du patrimoine, oui, pour éviter les frustrations qu'on peut avoir dans ce parcours. Alors il nous reste vraiment 2 minutes, donc je vais pouvoir prendre 1 ou 2 questions max s'il y en a, ici au premier rang. Bonjour, c'était une question pour Sherlock Coffee. Lucie, donc. Lucie, excusez-moi, j'ai oublié. Là, actuellement, je suis sur le point d'ouvrir très récemment. Il y a juste une question, en fait, que j'ai pas survolée dans tout le concept. C'est moi, ça fait 10 ans que je suis dans la restauration, je suis mixologue, donc je connais à peu près la restauration. Par contre, je n'ai pas de CAP pâtissier. J'ai vu que vous aviez un chef et je voulais savoir si la pâtisserie, vous avez dû avoir une formation en pâtisserie avant pour ouvrir. On m'a dit que normalement, il n'en fallait pas, mais des fois, dans la chambre des métiers, il y a marqué qu'il faut avoir un CAP pâtissier pour faire de la pâtisserie. C'était pour savoir. Alors, déjà, tout dépend de ce que tu souhaites vendre. Moi, je sais que j'ai la formation de base HACCP. Donc pour les règles d'hygiène alimentaire. Après, avant de te lancer, regarde bien ce que tu peux vendre. En fait, tout ce qui est crème montée, etc. Ça, c'est des choses que tu peux pas faire sans CAP pâtisserie. Après, le chef, il a un CAP cuisine, donc c'est 2 choses différentes. Donc en soi, moi, je vends beaucoup de pâtisseries cuites, du coup, sans crème montée, quoi, pour le coup. C'est un point qu'on aborde plus longuement en formation et c'est un petit peu technique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y en a pas d'autres ? Eh bien, c'est super. Me reste à remercier tous mes invités et vous tous pour votre présence. À bientôt. Eh bien voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts de ces 3 jours caféinés. Et sinon, on se donne rendez-vous en septembre pour le prochain Paris Coffee Show. En attendant, si vous voulez rester au courant des dernières actualités du café de spécialité en France, abonnez-vous au compte du Collectif Café et du Paris Coffee Show sur vos réseaux sociaux.